RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Eh ben, bonjour à tous, amis et auditeurs de RCN. J'écris si bien que j'avais lu Aviateur de RCN, ça c'est autre chose. La radio du plateau de Haye vers 90.7 et sur sur Media Player, dans l'autre sens. Aujourd'hui, c'est donc Françoise qui parle, dans le désordre, dans le cadre des Masques tombent, l'émission qui parle des acteurs de la vie locale. Et aujourd'hui, nous allons découvrir 2 actrices de la vie locale, une bien vivante en face de moi, Madame Durand-Roger Catherine, que j'appellerai Catherine. Bonjour Catherine, qui se présentera dans quelques instants. Et une décédée depuis le 9 février 82 à Paris. Alors quelques mots pour l'évoquer. C'est une femme du début du 20e, elle est née en Lorraine, elle est cycliste, aviatrice, pilote, espionne, et qui a laissé son nom dans l'histoire. Et là tout le monde me dit Marie Marvin, qui est très à la mode en ce moment d'ailleurs. Eh ben non, c'est pas Marie Marvin, on va parler de Marthe Richard. Elle a si mauvaise réputation, surtout auprès des messieurs d'ailleurs, que nous allons réhabiliter avec un livre de 2022 intitulé « La vie fabuleuse de Marthe Bettenfeld à Marthe Richard, un siècle d'aventure » aux éditions Lire à l'Est, ça j'ai bien aimé. Si jamais c'est pas local, le mot là. Catherine, êtes-vous d'accord avec ce programme donc ? Oui, tout à fait. Et on va commencer par vous rapidement. Qui êtes-vous et pourquoi Marthe Richard ? Nous avons 30 minutes à peine. Bonjour à tous. Alors, pourquoi Marthe Richard ? En fait, ça remonte un petit peu au précédent livre que j'avais écrit pendant la période du Covid, où je me suis ennuyée. Et donc, j'ai décidé d'écrire un livre avec Pascal Debert. Et nous avons travaillé donc sur Chrétienne de Danemark, qui était la duchesse de Lorraine au moment, on va dire, de la Renaissance. Voilà. Et en travaillant sur cette duchesse de Lorraine, elle avait un douaire à Blamont. Et donc, en travaillant sur Blamont, je me rends compte que Marthe Richard est originaire de Blamont. Et Marthe Richard, tout le monde la connaît parce qu'elle a fait fermer les maisons closes, la fameuse loi Marthe Richard en 1946. Mais moi, j'ignorais qu'elle était lorraine. Donc ça m'a interpellée. Donc je me suis mis ça un petit coup dans le coin de ma tête. Et puis quand j'ai eu fini le livre sur Chrétienne de Danemark, je me suis dit, tiens, pourquoi pas travailler sur Marthe Richard, qui en fait s'appelle Marthe Bettenfeld, et qui a vécu à Blamont sa petite enfance, mais qui a vécu sa jeunesse à Nancy, tout près de chez moi, en fait. Je me suis rendu compte dans le quartier de Boudonville. Donc, ça m'a donné vraiment envie de travailler sur elle et d'aborder un petit peu son histoire du côté lorrain. Voilà. Du côté lorrain, effectivement. Et puis, comment on peut passer d'une naissance à Blamont à la loi Marthe Richard ? On va donc évoquer tout ça. Donc, son enfance, un petit peu, comment c'est ? Alors, son enfance, c'est une fille de gens pauvres. Son père est domestique, sa mère est domestique. Il est originaire, lui, de Saint-Nicolas-de-Port. Elle est d'un petit village Repet, juste à côté. Sa mère, qui est une orpheline, élevée par sa tante. Voilà, donc un milieu très simple. Alors, elle naît à Blamont. Pourquoi à Blamont ? Parce que son père a trouvé un emploi de garçon brasseur. Il y a une brasserie. Donc, elle va naître là. Et quand elle naît, elle est la 3e enfant. Mais il va en avoir une 4e, puisqu'elle a une jumelle, Marthe Richard, qui va décéder 3 semaines après. Et c'est ce qui explique peut-être un peu cette envie de vivre qu'elle a, et de vivre un peu 2 vies à la fois. Voilà. Et d'avoir perdu une jumelle, voilà. Des fois, ça s'explique. Donc, petite enfance à Blamont, et puis les parents vont déménager à Nancy. Alors, ils vont arriver rue de l'Axou au départ. Son père va trouver un petit métier, et puis ils vont déménager rue du Moulin de Boudonville. Donc, tout près de Boudonville, de ce quartier-là. Voilà. Où il y avait une école Sainte-Bernadette. Voilà, et elle va aller à l'école Sainte-Bernadette. Bien catholique d'ailleurs, l'église. Tout à fait. Alors, elle est en classe avec des filles un peu plus aisées qu'elle, donc elle se sent un peu dévalorisée. Les autres ont de quoi prendre des cours d'allemand, elle ne peut pas. Donc, elle va faire des petits boulots pour pouvoir se payer des cours. Elle va garder des enfants, etc. Et elle va passer le certificat d'études à l'âge de 13 ans. Donc c'est une nana intelligente. Elle est très intelligente. Ambitieuse par la suite, ambitieuse, mais intelligente. Voilà. Alors malheureusement, sa mère rêve de faire d'elle une couturière. Bon, alors ça l'enthousiasme pas tellement. On a toutes rêvé d'être couturière. Voilà, il y a beaucoup de couturières à l'époque,
À Nancy, il y a la fameuse broderie blanche. Alors on brode, on fait des dessins, de la couture. Les femmes travaillent chez elles et donnent leurs travaux à des ramasseurs qui ramassent ces travaux. Donc elle va faire 3 ans de formation. Et puis ensuite, sa mère veut la faire travailler, mais on va voir que ça l'enthousiasme pas vraiment. Et c'est là, en sortant le soir, qu'elle va rencontrer un bel Italien qui va la mettre sur le trottoir. C'était au bal Place Carnot. C'est un peu dans tous les bals, les guinguettes, il y en a un peu partout. Hein. Il y a plein de bals à l'époque de guinguettes. Il y a la fameuse cure d'air aussi où on va le week-end. Voilà. Hein, donc c'est une époque. Alors pourquoi il y a beaucoup de prostituées à l'époque? Parce qu'il y a 10 000 militaires à Nancy. Hein. À l'époque, Nancy compte 100 000 habitants. Il y a tous les réfugiés après la guerre de 70 qui se sont installés. Donc, notamment dans ce quartier de Boudonville, qui est un nouveau quartier qui se développe. Et donc, ces militaires, il faut leur trouver des activités. Et donc, il y a tout un système qui se met en place pour fournir des jeunes filles aux militaires. Il faut que vous racontiez ça, parce que c'est quand même édifiant. Entre les petites bonnes bretonnes qui venaient dans les maisons et qui se faisaient engrosser, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est un système. C'est-à-dire que les filles de la campagne qui arrivent à Nancy, elles viennent dans un bureau de placement. Et dans ce bureau de placement, il y a des émissaires, des cafés qui repèrent les plus jolies pour en faire des bonnes de café. Alors les bonnes de café, elles font boire les ouvriers, les militaires, et elles passent dans l'arrière-café pour un petit pourboire. Voilà. Et surtout qu'elles boivent autant qu'eux. Elles boivent énormément. Hein. Dans le livre, je raconte tout ce qu'une peut boire dans une journée. Ah oui, j'ai vu 3 pastis, 2 bouteilles de vin, même oui, des bières, des cafés, etc. Bon, elles sont saoules, quoi. C'est la fête. Bon. Et donc, il y a ces filles-là. Il y a les couturières qui finissent leur fin de mois en se prostituant. Alors, on se prostitue partout à Nancy, près des usines, près du canal. Le soir, c'est à la Pépinière, voilà. Il y a des maisons closes. Et il y a aussi donc les filles des usines qui sont souvent mises sur le trottoir par de leurs collègues qui vont abuser d'elles, les forcer un peu et les mettre sur le trottoir. Oui, j'ai vu que les anciennes n'étaient pas... Il y avait un parrainage un peu... un bizutage, voilà. C'est-à-dire que aussi chez les couturières, les anciennes racontaient leurs aventures comme quelque chose de normal qui leur permettait de finir leur fin de mois. Donc c'est un vrai système. Alors les filles qui ne sont pas gentilles, l'administration décide de les mettre au bon pasteur, ou alors les parents, hein, pour les remettre dans le droit chemin. Alors le bon pasteur, aujourd'hui c'est la fac de lettres. Et donc là, on essaye de les remettre dans le droit chemin en leur faisant notamment faire de la couture 11 heures par jour. Alors ça aboutira à un moment à la fermeture de ce bon pasteur en 1903. Parce il y a eu des dénonciations sur maltraitance. Il y a des filles qui sont restées 18 ans. Au Bon Pasteur. Ouais, sans être payées, nourries avec des cafards, de la viande moisie. Voilà, nourries avec du lard plein d'asticots et de la soupe aux cafards. Voilà. Ah, je fais juste une aparté. Quand je soupire en disant quel milieu, j'ai rien contre les prostituées. La prostitution est légale en France. C'est là... Oui, c'est les hommes qui ont recours, ou les femmes pas légal, ou les femmes, recours. Mais voilà, surtout, j'ai rien contre les prostituées, et c'est pas du tout mon propos. Donc si je soupire, c'est le système et pas les personnes. Ah bien sûr, c'est le système moi aussi, c'est le système que je dénonce. Hein. Alors à l'époque, il y avait donc les maisons closes, donc les filles étaient suivies, on va dire, au point de vue sanitaire. Il y avait ce qu'on appelle les insoumises. Alors, celles qui travaillaient pour elles sans rien dire à personne. Et puis, il y avait les filles soumises qui travaillaient dans la rue, mais qui avaient une carte quand même qu'elles faisaient valider. Donc, Marthe, elle est insoumise. Ah oui. Hein, et elle se fait attraper, en fait, parce qu'elle a transmis la syphilis à un militaire et elle va être soignée de force à la clinique de syphiligraphie, qui est aujourd'hui les maisons hospitalières Saint-Charles, rue des 4 Églises, qui est une clinique donc où on soigne, alors de force les prostituées, mais on soigne aussi des femmes qui ont attrapé la syphilis. Donc elle va passer quasiment 1 an par stage de plusieurs mois, où on la soigne le matin et où l'après-midi, elle brode. Ça, c'est un côté de vous que j'ai bien apprécié. Donc, dans votre livre, La vie fabuleuse de Marthe Bettenfeld, de Marthe Bettenfeld à Marthe Richard, parce qu'en plus, vous adorez l'histoire, et donc il y a des tas d'anecdotes sur les quartiers, sur les bâtiments, sur les noms des rues. Voilà, donc c'est vraiment enrichissant à souhait. Moi, je suis griteuse et je me suis nourrie en plus de toutes ces anecdotes. On vit dans Nancy, on est bien dans Nancy. Le but, en fait, c'est par l'intermédiaire de la vie d'une femme de connaître une époque.
et de revoir notre ville un peu différemment après ça, quoi. Je pense que les gens, ils iront se promener rue de Boudonville, ils diront, tiens, Marthe Richard habitait là. Les étudiants de fac de lettres, ça va leur faire drôle de savoir quand même que c'était un petit peu particulier. D'ailleurs, dans les maisons hospitalières, il reste des cachots où on enfermait les filles récalcitrantes. Ils ont été réhabilités il y a peu de temps, et dans les journées du patrimoine, vous pouvez aller les visiter. À la fac de lettres ? Non, les cachots là, des maisons hospitalières Saint-Charles, donc rue des Quatre-Églises. Là où on soignait les syphilitiques. Celles qui ne voulaient pas laisser, qui étaient un peu récalcitrantes, elles allaient au cachot. Oui, voilà. Mais elles exagèrent, elles n'ont qu'à se laisser faire. Voilà. C'est pas drôle. Voilà, donc ça va aller vite. On passe à la chose. C'est bon pour la prostitution, la phase. Donc à un moment, il faudra en sortir. À un moment, elle sort guérie, entre guillemets, parce qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Elle sort guérie de son traitement et elle va décider de quitter tout ça, de sauver de Nancy. En fait, elle va prendre un train et elle va partir à Paris. Et donc, par rapport à la prostitution, parce que quand on évoque Marthe Richard, c'est celle qui est coincée et qui a été la sauveuse de l'humanité en bannissant les femmes de mauvaise vie, alors que c'est quelque chose qu'elle a connu dans sa chair. Voilà, tout à fait. Dans sa chair et qu'elle a combattu ultérieurement. Voilà, les directeurs en fait de maisons closes au moment de la fameuse loi Marthe Richard l'ont présentée comme une vieille femme coincée qui n'y connaissait rien, alors qu'en fait elle était complètement concernée puisqu'elle-même prostituée, et c'est pour ça qu'elle a eu envie de se battre pour ces femmes qui étaient exploitées et qu'elle a eu envie de faire fermer les maisons closes. Mais elle voulait aussi qu'on s'occupe des filles des rues, ce qui n'a pas été fait. Et plus tard, elle s'est dit, mais finalement, j'ai peut-être fait une erreur de faire fermer ces maisons, puisqu'en fait, le problème, c'est déporté dans les rues et aujourd'hui dans les maisons, en fait. Et donc, ça, c'est un de ses regrets qu'elle a toujours, elle en a toujours parlé dans des interviews, mais elle voulait vraiment régler tous les problèmes, parce qu'elle était concernée. Parce qu'elle a vécu longtemps, jusqu'à 92 ans. Donc oui, elle a vécu longtemps, oui. Voilà. Non, elle est morte à Paris, d'ailleurs. On va passer à la chanson. Donc, une chanson d'une jeunette de l'année, Marlène Dietrich. Je prononce le titre. Ich bin von Kopf bis Fuß mit Liebe eingestellt. RCN, les masques tombent. Donc ça, si je puis dire, l'enfance de Marthe Richard. Oui, tout à fait. Voilà, donc elle a quand même traversé un siècle qui était plutôt violent et riche. Donc on va continuer. Donc elle cherche quand même à sortir de cette condition de prostitution. Voilà, à Paris, elle va rencontrer un monsieur, donc un monsieur Richer, parce qu'en fait, c'est Marthe Richer et pas Marthe Richard. Ce monsieur, donc, a de l'argent, il est courtier en assurance, il a un manoir dans la Sarthe, il a beaucoup d'amis, des ministres, et elle va s'élever, elle va prendre des cours de français, elle va apprendre à s'habiller, à se maquiller. Et puis, un beau jour, il l'emmène voir un meeting, les frères Wright, qui viennent de faire une démonstration avec leur avion à côté du Mans. Et elle va tomber franchement folle de l'aviation, et elle va avoir envie de voler. Alors, il lui offre un baptême de l'air, ils partent tous les deux. Parce que les femmes pouvaient accéder... Bien sûr. Donc, elle, rapidement, elle va s'inscrire à une école de l'air pour apprendre, qui s'appelle Astra, et elle va passer son brevet de pilote, là où Marie Marvin a passé son brevet. Et elle va être la 6e femme à avoir le brevet de pilote. Et donc, toutes ces femmes sont réunies dans un club où il y a 350 femmes pilotes, et ce ne sont que des femmes qui pilotent, et les hommes ont le droit de venir seulement en tant qu'accompagnateurs dans l'avion. Voilà. Donc, à l'époque, il y a énormément de femmes qui pilotent. Mais c'est un loisir. C'est un loisir. Alors, elles font du ballon aussi. Marie Marvin dit que le ballon est un sport très féminin, car très facile. Bon, on appréciera aujourd'hui. Et donc, alors, elle va vivre de son pilotage. Elle a 2 avions, elle fait des démonstrations un peu partout en France. C'est l'époque des meetings. Alors, les meetings, il y a 40 000 personnes qui viennent voir ça. Et elle est une véritable casse-cou. Si vous avez lu mais j'ai lu son livre. Un coup, il y a eu la syphilis, mais elle s'est cassée en avion, elle s'est cassée en voiture. Enfin, voilà. Elle est toujours, voilà. Donc, l'avion, elle fait des démonstrations. Et puis, à un moment, elle a un accident. Elle en réchappe, mais miraculeusement. Voilà. Et arrive la guerre. Donc la guerre, ces femmes pilotes se mettent ensemble. La guerre de 40, c'est ça. La guerre de 14. De 14. Donc elles se mettent dans une union patriotique des aviatrices de France,
avec Marie Marvin, Hélène Dutrieux, etc. Elles veulent aller combattre ou au moins aider, c'est-à-dire convoyer les avions, former des nouveaux pilotes, etc. Mais on va leur refuser parce que c'est pas prévu dans la Convention de La Haye que des femmes combattent, donc on va leur refuser. Donc elle va faire un véritable lobbying pour essayer d'aller combattre. Marie Marvin, elle veut faire un avion ambulance. Bon, ça ne va pas se faire parce que l'entreprise chargée de construire l'avion fait faillite. Et elle, finalement, elle n'y arrive pas, mais on va lui proposer d'être espionne. Parce que comme elle est beaucoup sur les terrains d'aviation, on la soupçonne d'être espionne pour les Allemands. Donc on fait une enquête sur elle. J'ai vu des procès, j'ai vu des... Voilà, on fait une enquête sur elle et finalement on se rend compte que non, elle n'est pas une espionne. Donc on va lui proposer d'en devenir une pour le compte de la France. Si elle avait été espionne, on lui aurait coupé la tête, mais comme il n'y est pas, on va lui dire, tiens, tu pourrais être espionne. Voilà, et donc elle va partir en Espagne, où il y a un fameux major von Kroon. Alors, bon, il n'est pas très beau, hein, il a un œil de verre, une grande balafre, mais elle va devoir le séduire parce qu'il s'occupe de tous les sous-marins en Espagne. Donc, c'est vraiment stratégique. Donc, elle va réussir. Elle va le séduire, elle en fera son véritable toutou, hein. Il voit rien, il comprend rien. Elle lui dit, je suis une espionne française, mais je suis prête à travailler pour l'Allemagne, hein. Donc super. Donc il lui donne des informations qu'elle redonne évidemment en France au commandant Ladoux, qui est le directeur des services secrets, du contre-espionnage. Voilà. Donc, voilà. Et puis elle apprend à déchiffrer. J'ai lu, je suis dans l'anecdote, mais elle apprend à déchiffrer. Oui. C'est l'encre sympathique. Voilà, l'encre sympathique. Il faut trouver la formule. Elle trouve la formule. Elle trouve des chemins par lesquels s'introduisent les espions à travers les Pyrénées. Enfin, c'est assez rocambolesque, hein, mais les gens liront tout ça dans le livre. Et donc, à un moment, elle a un accident de voiture avec ce major, et la France s'interroge, que fait cette dame Bettenfeld ou Richer? Entre-temps, elle s'était mariée juste avant la guerre et son mari est mort, donc on l'appelle encore Madame Richer. Et donc, ça a failli tourner mal pour elle, mais finalement, bon, ça s'arrange. Et à la fin de la guerre, tout le monde reconnaît qu'elle était espionne et elle sera décorée de la Légion d'honneur. Voilà. Elle en a donné des conférences. Voilà. Et donc, elle va raconter... Alors, on raconte sa vie. Après, elle la raconte elle-même dans des ouvrages. Elle va donner des conférences. Elle viendra à Nancy en 1936 en avion. Hein, donner une conférence Salles-Poirel. Voilà. Et après, elle va devenir femme d'affaires. Elle va racheter une usine de broderie à Lunéville. Elle va devenir une femme d'affaires. Et puis, elle va rencontrer son second mari, donc un Anglais, avec qui elle va se marier en 1926. Alors, il est quand même un petit peu conventionnel. Alors, il l'empêche de voler, donc ça lui plaît pas tellement. Mais bon, il travaille chez Rockefeller, il est riche, il va mourir assez rapidement et il va lui laisser une belle rente. Donc, elle est peut-être un peu moins jeune aussi, un peu moins. Oui, mais elle est toujours très belle. Elle a toujours été très belle, voilà. Alors, donc arrive la guerre 40. Hein. Alors, a vécu 2 guerres quand même. Voilà, 2 guerres, hein, la guerre 40. Et là, juste au moment où tout le monde fuit Paris pour aller à Vichy, elle a encore un accident de voiture parce qu'elle roule vite et puis elle revenait d'une soirée, elle est peut-être un peu bu. Et donc, elle est bloquée à Paris. Donc, elle va rejoindre Vichy un peu plus tard. Donc là, à Vichy, au début, elle retrouve des amis, mais qui sont tous collaborateurs. Donc, on lui prête une aventure avec un ministre. Enfin, mais finalement, elle prend le parti de Gaulle. Donc, elle va être expulsée de Vichy. Elle va rentrer sur Nancy. Alors là, elle va s'occuper de faux papiers, voilà, de cacher des aviateurs. Il y a des archives là-dessus sur Nancy. Oui, bien sûr. C'est pas une histoire que vous nous racontez. Non, bien sûr. Non, mais son frère à Nancy était un résistant. Hein, donc, elle avait un point pour travailler avec les résistants de Nancy. Et son frère s'appelait donc Bettenfeld. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Des noms à lui. Voilà. Donc, elle va ensuite repartir à Paris. Alors, elle fréquente des Allemands, mais en même temps, elle fréquente les résistants. Hein, donc, elle fait encore un peu double les Anglais jeu. Aussi. Quoi ? Et des Anglais, non ? Oui, aussi. Les Anglais, c'est la guerre, là. Donc, elle est encore anglaise, puisqu'elle avait un Anglais. Donc, elle a un statut un peu difficile.
Et donc, au moment de la libération, un petit peu avant, elle rentre vraiment là dans la résistance. Et c'est pour ça qu'on lui propose, en 1945, d'entrer sur des listes de la résistance à la mairie de Paris. Puisqu'il y a le vote des femmes, enfin. Enfin, oui, quand même, il était temps. En France, ça arrivait vraiment très tard. Donc, vote des femmes. Donc, on fait des listes avec des femmes. Donc, elle va être présentée sur la liste de la résistante à la mairie de Paris. Et c'est là qu'une fois élue, on va lui proposer de défendre cette proposition qui, au début, ne concernait que Paris. On voulait fermer les maisons closes à Paris. Donc, c'est pas une idée d'elle-même, c'est un projet sur lequel on l'a... C'était un projet qui existait déjà depuis longtemps. En fait, il y avait un mouvement qui voulait qu'on ferme les maisons closes. Donc, on va lui présenter ce projet. Elle va visiter les maisons closes. Bon, évidemment, elle prend ça à cœur, puisqu'elle est concernée. Voilà. Ça. Et donc, elle va monter à la tribune... donc au conseil municipal, et soutenir ce projet. Alors, ça va marcher, on va fermer les maisons closes à Paris. Alors, tout de suite, évidemment, il y a plein de résistance, parce que non seulement on ferme les maisons closes, mais on confisque les maisons pour en faire des logements pour les sans-abri après la guerre. Donc, vous pensez bien que les tenanciers de maisons... ils ne la portent pas dans leur cœur. Les hommes, les tenanciers, les consommateurs. Voilà. Oui, non, mais je vois bien. Donc, finalement, on les rouvre. Et puis, tout d'un coup, il y a un député qui s'empare du problème, qui fait une proposition de loi. Et finalement, en 1946, on vote la loi qui sera dite loi Marthe-Richard, mais ce n'est pas elle qui l'a présentée, c'est un député, le député de l'Ain. Et donc, on va fermer toutes les maisons closes en France. Et donc, c'est comme ça qu'on retient son nom, qui est son nom de guerre, Richard. Parce que quand elle a écrit les premières mémoires qui ont été écrites sur elle, on avait changé un petit peu son nom de Richard en Richard. Pour pas offusquer son conjoint et la famille du conjoint, c'est ça? Non, parce que c'était un roman, c'était un peu romancé, donc on avait changé les noms. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on la connaît, mais en fait, elle a eu une vie assez dingue, quoi. Mais en plus, je crois, c'est bien spécifique, elle a contribué à faire fermer les maisons closes, mais il y avait un autre projet derrière. Il fallait se battre aussi pour celles qui étaient dans les rues. Voilà, elle voulait aussi qu'on accompagne celles qui étaient dans les rues, etc. Sauf que ça a tourné court, on a fermé les maisons closes, et puis ça s'est arrêté là. Donc, tout le projet, elle le dit dans ses mémoires, elle le dit dans des interviews, tout ce projet d'accompagnement, il ne s'est pas fait. Voilà, ça a été son grand regret, ça. Mais que ça n'aille pas jusqu'au bout, quoi. Et on est toujours dans ce débat, effectivement, dans les cafés. Voilà. Maisons closes, on les rouvre, on les ferme. Et alors, la fin de sa vie ? Alors, la fin de sa vie, à ce moment-là, tout le monde lui en veut, parce qu'elle a fait fermer les maisons closes. Alors, on a les poètes, les romanciers qui les fréquentent, ces maisons closes. Ils l'appellent la mère, la vertu. Enfin bon, même dans une interview à la télé au dossier de l'écran, des années après... 71. Oui. 1971. Je ne sais plus exactement la date, mais on va encore la traiter de tout, quoi. Tellement que les téléspectateurs sont offusqués et appellent. Voilà, les hommes à nouveau s'en prennent à elle, quoi. C'est quelque chose de voilà. Et alors, on ne pense plus que c'est une vieille femme aigrie, etc. On oublie toute sa vie, qui est une vie fantastique, quoi. De militantisme, d'implication, de liberté, voilà, d'audace, d'intelligence, je le redis. Voilà, oui, et elle a réussi à se faire toute seule. En plus, ça, c'est important, quoi, parce qu'elle est partie de rien. Elle a fréquenté des ministres, elle a fréquenté beaucoup d'artistes aussi, elle a combattu pendant 2 guerres. Je voyais l'autre jour une interview de Clémentine Sélarié, par exemple. Son père a été sauvé du STO grâce à Marthe Richard. Voilà, parce qu'elle a caché des gens, elle leur trouvait des jobs pour qu'ils ne partent pas en Allemagne. Je veux dire, elle s'est vraiment impliquée et dans les 2 guerres. C'était quelqu'un qui allait jusqu'au bout. Elle était grande ou c'était une petite bonne femme? Non, elle était assez grande, mais surtout, elle avait des yeux magnifiques, d'un bleu pervenche, dit-on. Voilà. Une belle femme. Elle est morte à Paris, enterrée alors, où, elle est morte, elle est enterrée, je crois, Père Lachaise. Il me semble. Elle est morte un peu esselée, on va dire. Bon, elle avait encore de la famille, mais on voit des films sur Internet, on peut regarder, où on la voit au marché faire ses courses. Une vieille dame avec son chien, voilà. Après une vie exceptionnelle, finalement, elle a fini un peu seule dans un appartement, mais entourée de ses souvenirs, parce qu'il y a pas mal d'interviews où on la voit
avec toutes les photos de ses meetings, au volant de voiture. Elle faisait du tir aussi. Enfin, voilà, elle était assez exceptionnelle. C'était voilà, vraiment une grande vie, effectivement. Je suis contente, je vous ai rencontré sur un salon et j'ai eu du mal à vous retrouver. Mais là, vous êtes en face de moi aujourd'hui pour parler d'elle. Ça m'a fait plaisir de réhabiliter Marthe Richard quand même, d'en entendre parler. Donc, dans les livres, donc, vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait un livre sur Chrétienne de Danemark. Chrétienne de Danemark. Donc, Christine de Danemark, c'est ça? Chrétienne. Chrétienne. Dans le temps, on l'appelait Christine au 19e siècle, mais en fait, son vrai nom, c'est Chrétienne de Danemark, donc qui était la mère du duc Charles III. Voilà, pour remettre un peu nièce de Charles Quint. Et puis, j'ai écrit aussi donc un sur Élisabeth de Ranfin, qui est la fameuse créatrice du refuge où sera soignée Marthe Richard pour la syphilis. Tout est dans tout, en fait. Et réciproquement, voilà. C'est ma phrase. Parce qu'Élisabeth de Ranfin, après avoir été ensorcelée et puis exorcisée, a créé un couvent qui était un refuge pour les prostituées à Nancy. Alors ça, c'était en 1624. Voilà. Et ce couvent a essaimé un peu partout en France. Il y en a eu jusqu'à 25. Et il y en est resté un à Nancy qui a été en 1803 ou 4 repris par les Sœurs de Saint-Charles et qui est maintenant donc les maisons hospitalières Saint-Charles, donc rue des Quatre Églises. On ne peut pas en vouloir aux Sœurs de Saint-Charles, je crois que c'est le seul ordre féminin hospitalier. Les autres ne sont pas hospitalières, donc elles ne peuvent pas soigner. Les Sœurs de Saint-Charles n'ont rien à voir avec le traitement des prostituées, puisque quand elles l'ont repris, c'était plus ça. Voilà. Mais après, ça a été... Donc, il y a une partie qui est devenue la clinique de syphiligraphie, où on a soigné, parce que c'était une espèce d'hôpital, en fait. C'était ça, la clinique de syphiligraphie? C'était donc rue des Quatre Églises, Saint-Charles, voilà. Donc, vous voyez, tous les livres se tiennent un peu le cheminement. Alors, la prochaine, c'est un roman, mais un roman historique. Donc, tout est vrai à 95%. Et ça va s'appeler, alors je peux le dire, parce que j'ai déjà déposé le nom, « Jour de pluie à Nancy ». Et donc, ça va être sur la rencontre entre Marlène Dietrich, d'où le titre qu'on a écouté tout à l'heure, et le général Patton à Nancy, puisqu'ils se sont rencontrés, il y a toute une époque, en octobre 1944, où ils ont vécu à Nancy tous les deux. Voilà. Donc, on en saura un peu plus dans le prochain livre. Eh ben merci tout plein. Vraiment, c'est un plaisir. Moi, j'ai découvert vraiment avec bonheur, avec plaisir. Le livre, je dirais, il est facile à lire. C'est des fois bien. C'est pas une grosse autobiographie dense. Il y a des photos, il y a des anecdotes, il y a la vie de Nancy. Vraiment à lire, à parcourir. Et merci d'être venu. C'est un vrai plaisir pour moi. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Merci, Joris. RCN, www.rcn-radio.org